On attend 36. On fait comme pour le délit. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue au PrestaShop Day de nouveau. Donc aujourd'hui, on va parler des issues et des PR, donc le cycle de vie d'une PR chez PrestaShop en QA. Donc je vais me présenter. Moi, c'est Sarah, je suis QA manager chez PrestaShop. Donc on a une équipe de 12 personnes et une partie est au corps, dont Robin. Ouais, et du coup, moi, Robin Fischer, donc je suis lead chapter au corps. Sur la partie fonctionnelle, donc je fais pas de technique, donc je m'occupe d'ailleurs pas que du core, aussi de distribution et extension, mais core est quand même 95% de mon boulot. Et du coup, je m'occupe d'organiser toute la partie test sur le core. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'équipe. Je vais vous la présenter rapidement. Des issues, donc comment elles sont traitées chez nous. Et Robin va enchaîner avec les PR. Du coup, l'équipe, on a Iba qui gère les issues chez nous. C'est la master des issues. On a Khouloud. Pour la petite anecdote, Khouloud, si vous lui demandez est-ce que tu connais ce bug, en moins de 60 secondes, elle est capable de vous retrouver l'issue sur GitHub et de la poster sur Slack. Florine, qui est dans la salle ici et qui vient du support. Et Marwa, qui est la toute nouvelle dans l'équipe. Et donc, toutes ces personnes travaillent sur les pull requests et sur les issues chez PrestaShop en tant que QA fonctionnel. Donc, l'issue, on va voir qu'est-ce qu'une issue chez nous, pourquoi faut-il respecter notre template d'issue et comment l'issue est traitée en QA. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'une issue ? Une issue, c'est deux choses. C'est tout d'abord un bug. Donc, c'est un défaut qu'on peut rencontrer sur l'application qui rend inutilisable partiellement ou totalement le logiciel ou la fonctionnalité, ou c'est une fonctionnalité qui ne répond pas aux spécifications produits. Donc, vous n'avez peut-être pas d'erreur, mais ce n'est pas le comportement attendu par les spécifications produits. La feature request, donc c'est l'amélioration d'une fonctionnalité existante. On souhaite ajouter une nouvelle fonctionnalité sur la fonctionnalité. Du coup, on l'améliore ou on ajoute une fonctionnalité qui n'existait pas auparavant sur le logiciel. Donc, pourquoi on doit respecter ce template d'issue ? C'est très important parce que du coup, ça nous facilite le travail chez nous, côté reproduction. Donc là, on voit que le résumé, il a bien été rempli, qu'on a toutes les steps de reproduction et qu'on a des captures d'écran. Et ici, je ne sais pas si ça se voit, mais on a la version de PrestaShop. Donc tout ça, c'est super important pour nous parce que Iba, Florine et Khouloud, actuellement, font un travail de reproduction d'issues. Et si elles n'ont pas tout ça, elles sont obligées de renvoyer les issues à l'auteur, voire de les clôturer parce qu'elles sont inutilisables en l'état. On ne peut pas les qualifier, on ne peut pas les reproduire et on perd du temps. Donc là, quand elles sont dans cette configuration-là, c'est les meilleures issues qu'on puisse recevoir chez nous. À l'inverse, on a ça. La personne s'est contentée de supprimer le template initial qu'on avait mis. Donc, on a un résumé, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça donne. On n'a pas la version exacte de PrestaShop. On a 1.7.0. On ne sait pas s'il a testé sur la dernière version. Et du coup, avec cette issue, on ne peut pas reproduire. On ne sait pas quoi en faire. Elle ne peut pas être transférée aux développeurs en l'état parce qu'eux-mêmes ne sauront pas quoi en faire. Et du coup, c'est une perte de temps pour nous et pour la personne, puisqu'il va y avoir un ping-pong entre nous et le contributeur. Donc, le cycle de vie d'une issue chez nous. Donc, une nouvelle issue est créée. L'équipe la traite, vérifie s'il y a assez d'informations. S'il n'y en a pas assez, on va demander des informations. Et si on n'a pas de réponse ou que ce n'est pas une issue, on va clôturer l'issue directement. À l'inverse, si on a assez d'informations, on va reproduire l'issue. Donc, on va prendre la version en question, on va tenter de reproduire, on va vérifier si c'est une régression ou pas. Donc, on va tester sur une version antérieure. Si c'est une régression, on va le labelliser régression. Et on va vérifier également qu'il n'y ait pas un duplicate. Donc, on va vérifier dans notre base si on n'a pas déjà reproduit ce bug.
C'est là où d'ailleurs les connaissances de Khouloud, qui en moins de 60 secondes peut vous ressortir une issue, sont importantes. Donc on va classifier et prioriser l'issue. Si à l'inverse, on n'a pas reproduit, on va demander plus d'infos. Et si on n'arrive toujours pas à le reproduire après, on va la reclôturer. Donc une fois qu'on a tout classifié et priorisé, il y a possibilité que le contributeur ait en même temps fait une pull request ou que de notre côté, on va faire une pull request. Une fois qu'elle est validée, elle sera mergée. Et du coup, là, je vais laisser la parole à Robin qui va vous présenter le cycle entre PR et clôture de l'issue. Merci, très chère Sarah. Du coup, moi, je vais vous parler donc, des pull requests, donc des PR plus rapidement, merci. Donc, tout d'abord, un petit peu comme pour les issues, qu'est-ce que c'est une pull request ? Donc, une définition un petit peu académique, c'est qu'une pull request, c'est une proposition de modification ou d'ajout de code et qui est soumise à la validation des mainteneurs. Donc, un mainteneur, pour ceux qui ne savent pas, c'est, comme on m'a suggéré de dire, un dictateur bienveillant qui va décider de si un bout de code est accepté et s'il peut être mergé. Donc, une PR, en général, elle est liée à une issue et donc, du coup, vu que ça permet de fixer une issue, ça va permettre de corriger un bug ou d'ajouter une fonctionnalité, d'améliorer une fonctionnalité, comme Sarah l'a présenté il y a quelques minutes. Mais ça peut aussi être quelque chose qui n'est pas lié à une issue, comme ajouter du test automatisé, maintenir du code, ajouter une nouvelle librairie, ce genre de choses, qui sont des PR qui sont plus techniques et pas forcément liées à des issues. Côté QA, j'ai noté un cas particulier, c'est les PR de migration Symfony. C'est des PR qui ont pour but de refondre le back-office vers une technologie plus récente, vers Symfony, pour ceux qui connaissent. Et ces pull requests-là, elles nécessitent beaucoup de travail côté QA, parce que c'est des PR qui vont refondre toute une page. Et du coup, il va falloir qu'on teste absolument toute la page, qu'on s'assure que les comportements sont identiques, que les éventuels bugs qui étaient présents sont corrigés, et surtout que ça respecte bien toutes les spécifications qui ont pu être écrites dessus. Du coup, c'est un cas assez particulier pour nous, et c'est des PR qui demandent plusieurs jours de travail en général, alors qu'une PR classique, en général, on la traite en 1 heure ou 2. Du coup, encore un petit schéma, parce qu'on aime ça, sur le processus d'une pull request. Donc, on a le développement de la PR au début, donc la PR en développement. Une fois que le développement est terminé, ça passe par une code review par les développeurs et une vérification par des tests automatisés continus qui vont vérifier que le code de la pull request est correct et que ça ne va pas faire péter la base de l'application globalement. Au niveau des développeurs, quand ils font la code review, ils vérifient aussi la qualité du code. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dessus, ça repart à l'auteur de la PR et il recommence son travail de développement et ça repasse par un test continu et de la code review ensuite. Si besoin, sur certaines PR, on a aussi de la review, donc c'est ce que j'ai mis en haut, UX et PM. Donc UX, c'est de la review du design pour vérifier que le design est bon, et PM, c'est le produit, donc pour vérifier que ça répond bien aux spécifications. De la même manière, on a un retour. S'il y a un retour, ça repart en phase de développement. Et tout le boulot est à refaire pour le développeur corrige tout ça, ça repasse en test continu et ça repasse en approve design et produit. Quand tout ça est bon, ça arrive enfin en QA, donc de notre côté, et du coup, nous, on va faire tous les tests que je détaillerai plus tard. Et de la même manière, si on trouve quelque chose, ça repart tout au début et ça refait tout le process. C'est pour ça que c'est plutôt bien aussi, côté contributeur, de tester à fond sa PR avant de la proposer et avant qu'elle arrive en QA. Parce que sinon, nous, c'est un retour à l'envoyeur, on refait tout le process et ça peut prendre plusieurs jours, voire plus. Donc voilà. Et si jamais tout est bon, la QA est OK, et la PR, elle est mergée, elle est disponible sur la branche juste après. Donc encore un petit air de déjà vu. Comment est-ce qu'on peut faciliter le travail de la QA pour les PR ? Pareil que pour les issues, on respecte le template. Donc sur cet exemple, on a une description qui est bien détaillée, on comprend ce que fait la pull request, on a tous les détails qui sont mis, on a notamment l'issue qui est linkée, donc là c'est la 18858. Cette issue, il faut vérifier qu'elle a bien été traitée par la QA comme le disait Sarah, donc c'est-à-dire qu'elle a été validée, on a confirmé que c'était bien un bug ou que c'était bien une fonctionnalité à ajouter. Si ça c'est pas le cas, du coup c'est pas possible pour nous de continuer.
Le how-to-test, c'est sans doute le plus important, c'est qu'il va nous expliquer comment tester la PR exactement. C'est-à-dire, là, on a test fait la PR, et là, comment la tester, comment vérifier que ça fait bien ce que c'est demandé. Et un autre truc très important, les impacts possibles, c'est tous les autres morceaux de PrestaShop où cette pull request va avoir un impact. Par exemple, là, cette pull request, elle a des impacts sur Customer, alors qu'elle n'était pas spécialement sur Customer. Et nous, ça va nous aider à nous dire, là, il faut que j'aille vérifier ça, il faut que je fasse des tests là-dessus plus poussés. À l'inverse, des templates pas respectés. Sur le premier, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune info, donc on ne peut rien faire avec ça. On ne sait pas ce que fait la PR, on ne sait pas comment la tester, ni rien. Et la deuxième, on a juste une petite info sur l'issue qui n'a même pas été traitée au final. Et du coup, on n'a pas de how-to-test, on ne sait pas comment le tester, on ne sait pas ce que ça fait. Du coup, sur ces PR-là, si elles arrivent jusqu'en QA, nous, on les renvoie directement à l'auteur en lui demandant de nous préciser comment est-ce qu'on va tester ça. Parce que nous, en l'état, on ne peut rien en faire, on ne sait pas comment tester. Hop là. Du coup, la partie la plus importante, comment est tester une PR? Donc côté QA, on a d'abord une phase de vérification, on va vérifier pas mal de petites étapes. Donc déjà, comme je le disais, que l'issue qui est précisée dans la pull request, elle a bien été... déjà, l'issue est complète, elle a été traitée, elle a été reproduite, elle a été qualifiée, de manière à ce qu'on sache si c'est effectivement bien un bug, si c'est pas un bug qui existe déjà, etc. On vérifie aussi que la pull request est sur la bonne branche. Ça arrive assez régulièrement qu'on ait des pull requests qui corrigent un bug sur un 7.8, mais qui en fait pointent la branche développe. Du coup, ça marche un petit peu moins bien. Et après, on vérifie que tous les checks sont OK. Donc, comme je disais, la code review est OK, les tests auto sont OK. C'est ce qu'on peut voir là. Là, on a la code review, c'est OK, c'est tout approved. Tous les checks sont OK, les tests sont passés. Et il n'y a pas de conflit sur la PR, c'est-à-dire qu'on n'a pas de souci de conflit entre différents fichiers. Donc, une fois que tout ça, qu'on a vérifié toutes ces étapes-là, on passe à la phase de test en elle-même. Donc, nous, notre première étape, si c'est une issue qui corrige un bug, on va essayer de reproduire le bug initial sur la branche sans la PR pour voir quel était le bug et savoir comment le reproduire, comment essayer de ne pas le reproduire avec la PR justement pour bien comprendre comment ça marche. Après, ou en parallèle, on installe la PR et on vérifie que tout s'installe bien, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'erreur, pas de conflit qui n'aurait pas été détecté par GitHub et que tout se passe bien globalement. Ensuite, on a le test du correctif ou de l'amélioration en lui-même. Donc ça, c'est la partie, le how-to-test qu'on voyait précédemment. Là, on va tester vraiment juste cette partie, est-ce que ça corrige bien le bug? Est-ce que c'est bien bon? Si oui, c'est OK. Et après, on passe sur les parties qui sont au final les plus longues, c'est-à-dire la vérification des spécifications, s'il y en a. C'est vérifier que ça correspond bien à ce qui a été demandé par l'équipe produit, que tout est bon, chaque petit élément est OK. Chaque petit élément de design est OK aussi si le design n'a pas pu passer sur la PR. Qui peut prendre pas mal de temps. Je pense notamment à la page produit qui a des specs assez denses. Dès qu'il y a des PR dessus, faut vérifier que tout correspond bien au spec et ça prend beaucoup de temps. Et enfin, la dernière partie, c'est les tests de régression. Donc sur cette partie-là, c'est s'assurer que le reste de PrestaShop fonctionne toujours aussi bien avec cette PR, que ça ne va pas créer un bug ailleurs. Donc pour faire ces tests de régression, on va installer une branche avec la PR et une branche sans la PR, et on va réaliser exactement les mêmes actions sur les deux branches, et on va s'assurer que le résultat est toujours identique, à part forcément pour le fetch qui a été poussé par la PR, mais que sur tout le reste, le comportement est bien identique, qu'on n'a pas un nouveau bug qui est créé. Là aussi, sur les tests de régression, on peut passer beaucoup de temps selon les sujets, notamment pour les PR de migration dont je parlais un petit peu plus tôt. On fait globalement que du test de régression dessus, sur absolument toutes les fonctionnalités possibles. Et c'est là, du coup, préciser les impacts potentiels dans le template de la PR, c'est utile parce que nous, ça nous permet de cibler ces tests de régression au lieu de faire au doigt mouillé ou en allant voir vite fait le code pour essayer de comprendre ce que fait la PR. Si le développeur nous met directement, nous, ça peut toucher ça, on peut cibler nos tests et on va passer beaucoup moins de temps là-dessus. Du coup, une fois que tout ça c'est fait, nous, de notre côté, on va tracer tout ce qu'on a testé, donc toutes les étapes, tous les tests qu'on a fait pour tester le correctif, pour tester la régression, l'absence de régression plutôt. Tout ça, ça va être tracé dans un outil interne
donc qui n'est pas accessible, qui n'est pas open source. Donc Xthread qui est sur Jira. Mais du coup, on va faire un petit récap directement sur l'APR en commentaire. On va poster un récapitulatif qui va dire on a testé ça, c'est OK. S'il y a un souci, on va détailler comment est-ce qu'on est arrivé à ce bug-là pour que l'auteur de l'APR puisse reproduire le plus facilement possible et donc corriger ce bug-là. Du coup, si tout est bon, on met un petit label QA approved et c'est validé. Donc là, ce que je précise aussi, c'est qu'on a certaines PR qui ne sont pas testées par la QA. Donc tout d'abord, les PR qui ajoutent des tests automatisés, qui sont faits notamment principalement par les QA comme Bookcare. Coucou. Donc ces PR-là n'ont aucun impact sur le fonctionnel de PrestaShop. Du coup, il n'y a aucune utilité à ce que nous, testeurs fonctionnels, on les teste, parce qu'on est certain qu'il ne peut pas y avoir de bugs créés par ça. Et on a aussi les PR qui sont trop techniques. Je vous ai mis un petit exemple dessous. Cette PR-là, elle nous demande de tester avec une classe. De ce que je comprends, moi qui suis un petit peu un noob niveau code, c'est qu'il faut coder quelque chose, coder un module, je ne sais pas trop quoi, qui utilise une certaine classe. Moi, je ne sais pas faire ça. Du coup, ces PR-là qui sont trop techniques, on va pinger un développeur PrestaShop et lui demander de la tester pour nous, de s'assurer que ce qui est testé est bien bon. Après, nous, on peut aussi faire en général un travail en binôme, c'est-à-dire qu'une PR technique, le développeur va vérifier que le bug est bien réglé, et nous, on va faire les tests de régression pour s'assurer que même si c'est technique, que ça n'a pas pété quelque chose de fonctionnel à côté. Donc voilà. Et après tous ces tests-là, normalement, on est assez tranquille, mais bon, il y a toujours des bugs qui passent à côté, un certain nombre, et du coup, ces bugs-là, ils ne vont pas non plus être perdus, ils ne vont pas non plus se retrouver directement dans une version, parce qu'il y a beaucoup d'autres étapes après qui vont nous permettre de détecter les bugs qu'on aurait pu laisser passer. Alors déjà, tous les jours, quotidiennement, on teste d'autres PR, d'autres pull requests. On utilise l'application de manière générale en permanence. Du coup, on vérifie toujours, même si on teste quelque chose, qu'il n'y a pas de bugs nouveaux qui sont connus. Vu qu'on a une certaine connaissance de la solution, on arrive facilement à voir s'il y a des soucis, des problèmes nouveaux, ou si c'est des problèmes qui existent déjà. Et du coup, au quotidien, on va pouvoir vérifier que tout est bon en faisant nos autres tests manuels. Une autre étape qui est aussi quotidienne, celle-là, c'est les tests de la Nightly. Donc, c'est des tests automatisés qui sont passés toutes les nuits sur toutes les branches et qui vont s'assurer que, du coup, il n'y a pas de nouveaux bugs qui sont introduits. C'est vérifié donc, par une campagne automatisée. Donc, voilà. Et après, c'est d'autres parties qui sont faites quotidiennement. S'il y a encore des bugs qui passent à travers tout ça, on a des campagnes de test à la sortie de chaque nouvelle version, donc, que ce soit des versions patch, mineures ou majeures. On a des campagnes de test fonctionnelles et automatisées qui sont réalisées, qui sont soit ciblées sur une certaine partie de PrestaShop, si jamais la version est petite. Si c'est une petite version patch qui touche que la page produit, par exemple, on ne va pas aller tester tout le back-office de PrestaShop, mais on va cibler là-dessus. Donc sur ces campagnes de test-là, on va pouvoir trouver des choses. Et on a aussi des tests exploratoires. Pareil, à chaque version, on se réserve en général au moins une journée, si c'est des grosses versions, plusieurs journées, 2-3 jours, où toute l'équipe QA fonctionnelle va faire des tests exploratoires, c'est-à-dire va naviguer dans l'application, là où le vent nous porte un petit peu, et essayer de trouver des bugs, fouiner comme pas possible. On a des spécialistes là-dessus, comme Rouloud, qui est très doué pour trouver des bugs très improbables. Et du coup, ça nous permet de trouver énormément. La majorité des bugs qui passent au travers de tous nos tests quotidiens sont trouvés en tests exploratoires, notamment les bugs majeurs et les bugs bloquants. Il y en a très très peu qui arrivent finalement sur les versions finales. Et enfin, la dernière partie, c'est quand on relise une version autre qu'une version patch, donc que ce soit une mineure ou une majeure, il y a les tests de la bêta et les tests des release candidates qui sont proposés à la communauté. Et du coup, la communauté va pouvoir tester elle aussi la version de PrestaShop avant qu'elle soit disponible officiellement. Et pour nous, c'est assez important d'avoir ces tests-là qui soient faits par la communauté, que ce soit des développeurs, des agences, parce que notamment, par exemple, les agences ont une meilleure connaissance de comment le marchand utilise le PrestaShop. Nous, au final, on sait très bien comment ça marche, mais on sait moins comment les agences, comment les marchands vont utiliser PrestaShop. Et c'est là que pour nous, c'est très utile d'avoir les tests sur la bêta ou la release candidate. C'est que
un contributeur qui connaît un petit peu mieux les marchands va faire des scénarios de test auxquels nous, on n'aurait pas pensé. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous encourage toujours à tester ces bêtas, ces release candidates, parce que souvent, les bugs qu'on retrouve une fois que la version est publiée, on se dit ouais, c'est un bug, effectivement, mais on n'avait pas le scénario, on n'avait pas eu idée de tester ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste un peu, mais c'est très important de faire ces tests de bêta, de release candidate. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Bouker. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'un bug est remonté durant les tests de la communauté, c'est des nouveaux scénarios qui se créent chez nous et du coup potentiellement des nouveaux tests auto qui sont créés côté QA Automne. Donc c'est vraiment important de tester les bêtas et les RC pour alimenter aussi notre base de scénarios de test et essayer d'avoir un logiciel avec le moins de bugs possible. Et parmi vous, du coup, combien de personnes testent les release candidates et les bêtas ? Merci. Un grand merci à vous. Et oui, et après cette conf, combien de personnes vont essayer au moins de tester nos bêtas et nos release candidates ? Et vous trichez, vous. Vous êtes obligés. Ceux qui ne testent pas, on leur enverra Iba au rouleau de vénère. Il ne faut pas les voir en face comme ça quand ils sont vénères. Quand on fait justement des tests sur la dernière partie que tu as expliqué, comment on remonte les problématiques ? On passe par une issue ? Ouais, il faut recréer une issue sur GitHub. Et ça repart dans tout le process, effectivement. Donc voilà. Après, en général, quand c'est en phase de bêta, de release candidate, ces issues-là, on les fait passer un petit peu en mode... On les fait jamais attendre, mais c'est vraiment prioritaire pour nous parce qu'on veut les corriger au plus vite et tester au plus vite. Après, c'est tout bon. Donc, en phase de bêta, ça va vraiment assez rapidement. Normalement, c'est des bugs qu'on met en must-have de notre côté, c'est-à-dire qui sont très urgents. Et puis, c'est pour vous encourager aussi à continuer de tester nos bêtas et nos release candidates. Oui. Comment vous y prenez pour prévoir la migration d'une page back-office ? Je parle des pages plutôt complexes comme les pages produits ou les pages commandes. Pour le cahier des charges qu'elles doivent remplir, par exemple, toutes les fonctionnalités prévues sur les pages Legacy à reporter sur les pages Symfony, notamment en termes de fonctionnalités. On a 2 personnes de l'équipe produit ici qui s'occupent à nous faire de superbes specs, que d'ailleurs Robin relit. On ne peut pas forcément parler de régression. Si on peut trouver des régressions, par exemple un bloc qui a été oublié durant la phase de spécification ou qui n'a pas été migré durant la phase de développement, et du coup c'est une régression vu que le bloc a été oublié. On doit retrouver en fait les fonctionnalités ISO. Donc s'il y a un bug sur la nouvelle fonctionnalité, sur la fonctionnalité migrée, ça reste une régression. Et du coup, comme le disait Sarah, donc il y a des spécifications qui sont faites par l'équipe produit. Et côté QA, on fait aussi une relecture de ces spécifications pour s'assurer aussi qu'il ne manque rien, que le produit n'a pas loupé des choses. Parce que même si on ne dirait pas comme ça reste des humains, donc ils font aussi des erreurs parfois. Et du coup, on fait une relecture pour s'assurer que la spécification est bonne. Et après, on se base vraiment sur ces spécifications pour tester la page migrée, pour s'assurer que tous les blocs sont là, que tous les comportements sont bien là. Et voilà. Nous, on a le cas d'un client qui a relevé une régression fonctionnelle sur la page commande back-office. Alors, je ne sais pas si ce client-là utilise la bonne méthode, mais pour ses commandes de produits, par exemple, ses clients qui commandent des grosses quantités, elle veut pouvoir offrir des produits gratuits à son client et elle rajoute une ligne produit à 0. Ça marchait sur les pages Legacy commandes, sur la page produit, la page commande Symfony. Ça l'interdit en disant que le produit est déjà au panier et qu'il faut modifier sa quantité. Et du coup, est-ce qu'une issue a été créée justement ce sujet-là ? Ça, je pense, c'est des nouveaux comportements. Et c'est un peu comme je disais. C'est une régression fonctionnelle, mais est-ce que c'était normal que ça fonctionne avant en fait ?
Bah, C'est toute la question C'est qu'on un se peu pose ça, c'est un peu régulièrement. ça l'idée, quoi. C'est des fois on se dit ça c'est un comportement un peu bizarre. Pour nous c'est pas censé marcher comme ça. Donc bah, justement là peut-être qu'on a interdit ce comportement-là, cette façon de fonctionner là. D'accord. Et bah, nous de notre côté ça a été spécifié que bah, du coup ça devait plus fonctionner comme ça, mais peut-être que en fait c'est quelque chose qui est utilisé par les marchands. Ouais. Mais sur le Si ça doit plus fonctionner comme ça, quelle proposition on peut faire à ces commerçants-là pour offrir des produits assez rapidement depuis l'écran de commande, quoi. bah, après c'est C'est des modules supplémentaires, peut-être. ouais, bah, peut-être des modules, sinon On peut le remonter en ça demandant peut se remonter ça en peut être un issue. improvement. Ça peut être un improvement, ou bien on peut aussi du coup voir avec le produit s'il y a une autre solution, une autre façon de faire aussi, parce que là comme ça j'ai pas trop en tête, mais il y a peut-être aussi des solutions, des voies un petit peu détournées pour faire la même chose, pour permettre aux commerçants de continuer à fonctionner. Mais du ouais. Sur la page commande aussi, pareil, j'ai trouvé une régression, moi, par contre. Mmh. Tout simplement, en fait, on a un format d'adresse en back-office pour tous les pays qui n'est pas appliqué dans la page des commandes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on remonte? Est-ce que c'est fait exprès? Si pour vous, c'est considéré comme une... Ça, on retrouve après la ville, par exemple, ce qui n'est pas logique. Si Ouais. pour vous, c'est considéré comme une régression ou un improvement à faire, n'hésitez pas à créer une issue et après, l'équipe produit vous répondra si oui ou non il y a moyen de changer ce comportement, si pour eux, c'est considéré comme une erreur ou pas. Ça a été corrigé, Ok. d'ailleurs. D'où l'importance des mises à jour. Ça va, on n'en a pas une tous les jours. Hein. C'est comment vos environnements de test quand vous testez vos QA? Sur nos postes. Vous utilisez Docker ou Ça dépend. Chaque QA a son environnement propre à On lui. a chacun notre façon de faire. Il y en a c'est vraiment juste en local avec terminal, ligne de commande et on installe on récupère la branche depuis GitHub, on installe la PR dessus. D'autres vont utiliser un environnement Docker. C'est pas standardisé. On va essayer de standardiser ça pour utiliser les bonnes commandes en fait? ouais, et puis pour pas trouver des bugs qui soient liés en fait à l'environnement et pas à l'appli. Oui. C'est ça aussi, oui, il y a une infinité d'environnements possibles et du coup il y a beaucoup de bugs, c'est des issues notamment, c'est passer beaucoup de temps à essayer de comprendre quel est l'environnement exact de la personne qui a le souci pour pouvoir reproduire l'issue et comprendre d'où ça vient et après de notre côté la tester. Du coup, merci à vous. Merci.